Je rappellerai très succinctement, avant de présenter nos invités, quelques questions ou idées simples, mais qui sont fondamentales. Tout d'abord, on a un corps, et on ne l'est pas. Alors, ça peut résonner comme un axiome, mais c'est très important. Lacan disait dans un de ses séminaires, à la fin, que l'homme possède son corps comme un meuble. Lorsque nous parlons du corps, de quel corps parlons-nous? De celui du médecin, qu'il soit généraliste, légiste, spécialiste, que l'on peut appeler le réel physiologique du corps, niveau sur lequel le psychanalyste n'a usuellement que peu de visibilité. Et puis, on peut évoquer donc le corps qu'a à connaître le psychanalyste, à savoir la dimension imaginaire du corps. C'est le corps vectorisé par la question du miroir que le sujet qui vient parler et qui est engagé dans cet imaginaire du corps ne cesse d'évoquer. C'est la dimension de l'imago. Et puis, il y a le corps dont Lacan se plaira à dire que le corps c'est l'autre, avec un grand A, indiquant ainsi que le corps n'est fait que de mots, que de signifiants, de lettres, et que toucher aux mots, c'est toucher au corps. Toucher au corps, c'est toucher aux mots. C'est donc insister sur le bord symbolique du corps. C'est donc approcher l'étrange, et entendez étranger. Approcher l'étrange familiarité de notre corps. On se prend souvent pour quelqu'un alors qu'au fond on est plusieurs, disait Raymond DeVos. Ce qui intéressera l'analyste sera ainsi le nouage de l'imaginaire du corps et des mots pour le dire. Soulignons enfin que de nombreux discours actuels s'engagent dans des promesses illusoires de maîtrise toute puissante d'un corps beau, sain ou augmenté. On en parlera la prochaine fois. Jusqu'à la tyrannie d'un corps à idéaliser quoi qu'il en coûte. Qu'il s'agisse de performer avec ce corps dans des pratiques sportives intensives, dans des démonstrations d'art contemporain, ou dans des subversions queer, ou bien de le modifier dans un but esthétique, ou non. Dans quelle mesure le sujet de la modernité cherche-t-il à se faire disparaître derrière cette identité corporelle qui est souvent perçue comme une totalité, voire totalitaire. Alors il est vrai que nous éprouvons tous une certaine ambivalence à l'égard de notre corps et de son image. Nous éprouvons de l'amour et de la haine à l'encontre de cette chose qui se jouit, disait Lacan, envers ce réel qui angoisse, ce roc qui va vers la mort et contre lequel il s'agit parfois de se défendre. Alors toutes ces questions reviennent sur le devant ou le divan, devant de la scène psychanalytique. Que ce soit le corps parlant mode patient hystérique de Freud, de la clinique de l'adolescence, dont nous parlerons dans la 3e matinée, ou du genre, en passant par la clinique des psychoses, de l'autisme, ou celle protéiforme des modifications corporelles et des maladies somatiques. Et puis, il y a tout ce qu'on peut interroger avec ce que l'on nomme aujourd'hui l'homme connecté ou l'homme augmenté. Alors, vous voyez, un beau programme pour ces matinées. Alors, nous allons maintenant présenter les collègues qui nous ont fait le plaisir
de venir se joindre à nous. Et je vais commencer par Ouchang Guiliardi. Ouchang est psychiatre et psychanalyste. Il a été attaché à la Salpêtrière pendant 25 ans. Et cette association, donc, allez voir sur Internet si ça vous intéresse, qui publie tous les résultats de leur colloque, des interventions de leur colloque. Par exemple, ici, c'est qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse, le corps en discordance. Bon, il y en a toute une série, c'est très intéressant. Donc ça, c'est on va dire son investissement associatif qui montre bien que c'est quelqu'un pour qui cette question-là lui tient au corps. Bien. Oui, tu as créé une collection qui s'appelle Le corps a ses raisons. Et voilà, on va le retrouver tout à l'heure pour l'interroger et surtout dialoguer avec vous. Ce qui compte, c'est qu'il y a un dialogue qui s'installe. Bonjour à tous. Après avoir écouté Ouchang Guiliardi, on entendra une intervention d'Arnaud Alloy, qui est au bout de la table, qui est donc maître de conférence en anthropologie clinique, qui est également habilité à diriger des recherches. Donc Arnaud, tu encadres des thèses de doctorat en anthropologie et en ethnologie, je crois. Donc Arnaud, tu as été formé à Bruxelles et tu t'es intéressé au processus de transe au Brésil dans les religions d'origine africaine au Brésil. C'est bien ça? Donc ça a été ton terrain pendant 20 ans et aujourd'hui tu t'intéresses davantage aux maladies chroniques, au système de la pérédance et à la santé mentale et à la spiritualité. Donc c'est ton nouveau champ de recherche, on pourrait dire, et aujourd'hui tu vas nous parler du psoriasis dans ce contexte. C'est ça. Ensuite, nous entendrons Vin Kuan Nguyen, qui n'est pas encore arrivé parce qu'il a eu malheureusement un impératif, mais il va se joindre à nous au cours de la matinée. Il prendra le train en route. Donc peut-être que je le représenterai à ce moment-là, mais bon, il est kinésithérapeute et spécialiste de la chirurgie de la main. Donc il nous parlera du syndrome régional douloureux complexe. Voilà. Ensuite, on a la chance d'avoir parmi nous des artistes qui sont aussi des psychologues ou des psychanalystes. Donc c'est le cas notamment de Fabien Duprat, qui est comédien et psychanalyste. Il y aura aussi l'intervention d'Isabelle Coutin et de Jacqueline Parienté, que vous voyez travailler à nos côtés. Donc ça sera notre fil, elle sera notre fil sur ces 3 matinées. Jacqueline est donc plasticienne et également psychologue, clinicienne. Donc on verra son œuvre prendre corps tout au long de ces trois matinées. Ensuite, il y a les autres membres du GNIPL dont nous faisons partie et donc qui n'interviendront pas forcément aujourd'hui. Mais donc on a ici Nora Lomley, Nathalie Pinard, Tchoumir Petkov qui est là, Daniel Cassini, et puis certainement d'autres que j'oublie et qui me pardonneront, j'espère. Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse? Pour un psychanalyste, ou pour chacun, un poids, une exaltation, sa réalité, son intimité, sa propriété, un lieu, son lieu. Un corps, c'est fait pour jouir, a dit Lacan un jour. Substrat, matière d'existence, tramé de signifiants. Le corps est énigme trouée, nouée, vectorisée. Rideau d'holophrases et de douleurs, méconnaissance traversée de rencontres et d'étonnements. Il se fige, parfois s'arrête, est altéré, dévasté, dégusté, offert à l'autre.
Il exulte, pavane, jouit de ses mouvements, abuse. Lieu de tous les plaisirs et de toutes les ivresses. On y tient, le cajole, le célèbre, le néglige, le délaisse, le déplore, le regrette. Eh bien voilà, ce texte est un texte, merci Fabien, touchant, Hillarde. Oui, c'est toi, que vous retrouverez dans la préface de ce livre. Il est très joli, ce texte, il est très poétique. Donc, Bouchard, c'est à toi, maintenant. Tu introduis un concept, tu introduis une notion, je ne sais pas comment l'appeler, pour montrer qu'il y a un cousinage entre tout ce qui est somatique, je le dis comme ça, hein, très simplement, et la psychose. Donc je pense que ça, c'est au cœur de ton livre, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est déjà, on peut partir là-dessus. Comment tu peux nous éclairer? Ce que je peux présenter dans ce livre peut paraître déstabilisant et un peu étrange, et même hors sol, mais enfin, parfois je le présente comme ça, on me regarde avec des yeux ronds, mais il faut préciser que ce n'est pas hors sol, c'est-à-dire ça s'est travaillé dans des circuits peut-être un peu isolés, clos, avec des quantités de collègues, avec au fond une centaine de collègues, avec des équipes qui intervenaient à l'hôpital général pendant 25 ans. C'est un travail à la fois clinique donc et théorique. C'est moi qui le présente, enfin ça fait partie d'un travail un peu commun, on ne fait jamais les choses tout seul. Donc, et puis ça peut paraître un peu étrange parce que ce n'est pas dans le discours courant sur le corps ou sur le corps dans la psychanalyse. C'est-à-dire que on peut présenter ça dans des grands amphis, etc. Mais là, c'était pendant des années dans des lieux assez clos, finalement, l'association psychanalyse et médecine. Voilà. Et je veux dire que c'est un peu l'équipe qui m'a poussé à non seulement à faire ce livre, mais aussi nous avons fait un colloque à Cerisy, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un lieu qui reçoit tous les littéraires, les scientifiques, les chercheurs depuis un siècle en Normandie, en été, et qui m'ont poussé, tiré, parce que moi j'avais l'impression de radoter, de dire toujours les mêmes choses, mais voilà, on a fini par... Bon, parce que c'est un peu étrange de cette histoire de corps, en effet, quel est le credo psychanalytique sur le corps? C'est la conversion hystérique. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui peuvent être levés éventuellement par une petite intervention, une interprétation. Et ça s'en va. Mais les vraies grosses maladies du corps, vous pouvez toujours lancer vos interprétations, ça passe pas. Rien ne bouge. On me dit de quoi il parle celui-là. Il n'y a pas de métonymie possible sur ces questions. Il y a quelques vagues, très vagues. Pardon, il n'y a pas de métaphore. Il y a des vagues métonymies. Des petites choses continues, c'est tout. Enfin voilà, ce que je veux présenter, c'est que la plupart des maladies physiques qui encombrent les hôpitaux généraux sont des situations psychotiques. C'est-à-dire une immense catégorie nosographique
Alors, c'est pas la mode de faire de la nosographie, sauf que tout le monde en fait tous les jours. Tout le monde catégorise, voilà, celui-là il est hystérique, l'autre il est paranoïaque, il est pervers polymorphe, moi je suis LGBT, etc. C'est souvent tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est une immense catégorie. Alors, j'appelle ça la somatose. C'est un terme qui a déjà été vaguement employé dans quelques endroits, sans aller plus loin. Donc, somatose, c'est en même temps un jeu de mots, mais pas du tout un jeu de mots, ou psychose somatique, qui résonne avec psychosomatique. Mais c'est pour sortir de la psychosomatique qui est une espèce de flou. Où on dit, voilà, c'est un peu psychique, c'est un peu, je sais pas, qui a rempli les écrits des médecins et des psychanalystes depuis, 50, 100 ans. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Commencer par... alors on parle beaucoup de l'inconscient. On ne sait pas ce que c'est l'inconscient. Par contre, le conscient nous mène chacun à partir de la question du moi. Le moi qui se répand, qui s'étend. Par exemple, je partirais d'un simple mot de Lacan qui est « l'homme qui pense rêve ». Mais c'est à peu près ça l'imaginaire, on rêve. Et on dit par exemple que, dans la psychanalyse, on dit qu'on cherche à atteindre son but, son objet ultime, et qu'on ne l'atteint jamais. C'est vrai, les névrosés ne l'atteignent pas parce qu'ils ont des défenses extrêmement élaborées, hystériques ou obsessionnelles, chacun sa voie, pour ne pas aboutir à saisir l'objet avec un grand O. Or, en réalité, de très nombreux sujets l'ont atteint, intégré, le possèdent, le dévore, l'objet, mais ça c'est une question imaginaire. Imaginairement, ils l'ont. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un diplôme quelconque, qui est chef de bureau quelque part, mais ça suffit à remplir la vie de rêve de quelqu'un. Ou trouver l'homme ou la femme de ses rêves, mais de manière absolue, ou un quelconque idéal philosophique, etc. En réalité, beaucoup de sujets imaginent l'avoir atteint. Et c'est une vie que l'on considère, que l'on qualifie de normale. La vie se déroule, délicieuse, d'une certaine façon, avec ses difficultés, mais enfin, il y a quelque chose là qui remplit, au sens propre, qui remplit la vie et l'imaginaire. Et il se trouve qu'il y a des circonstances, mais enfin, pour le dire crûment, c'est un état unaire ou psychotique en réalité. C'est un état délirant. C'est un état qui comporte la mégalomanie. C'est un état délirant. Alors, unaire, il faudrait développer la question de l'unaire. Ça a été un peu avancé par Lacan, mais pas tellement développé. Quand on dit unaire, on pense souvent au trait unaire. C'est justement le contraire. Le trait unaire vient trancher la conception imaginaire de l'un totalisant, qui mène politiquement au totalitaire, psychiquement, à cette mégalomanie,
atteinte, cette emprise de l'objet. Alors il se trouve que les circonstances de la vie, de la réalité, des mouvements symboliques font que un jour ce rêve se brise. Et il se brise de manière radicale. C'est très complexe pourquoi il se brise. En tout cas, le rêve en psychiatrie a un autre terme aussi, c'est... comment ça s'appelle? Bon, ça m'échappe, mais ça va revenir. Donc, parfois, ce rêve se brise. Par exemple, quelqu'un qui est dans un travail insensé, complètement enfoui dedans. Je donne un exemple récent. Le pauvre, vous savez, à la Salpêtrière à Paris, c'est une ville, c'est un quartier, c'est énorme. Donc il y a beaucoup de place à l'intérieur pour se garer. Et tous les gens du quartier venaient se garer. Donc il y avait un type, c'était un Mauricien, qui faisait la police là-dedans, qui est sorti, machin, restait là, machin, tout ça. Enfin bon, il s'y donnait, mais alors à 200%. Et il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite, 3 mois après, il est mort. Vous me direz, c'est ordinaire, on en parle tous les jours. Il faut appeler ça la nécessité de réorganisation de la jouissance. Il était dans un investissement colossalissime qui remplissait toute son énergie, tout son temps, tout son esprit. Et d'un jour à l'autre, c'est tombé. Je ne vais pas parler de causalité directe, c'est effectivement ce qu'on reproche aux psy de dire, voilà, c'est psychique parce que voilà, causalité directe. La causalité directe, c'est au contraire, c'est ce qui est utilisé en permanence en médecine. On va parler de cette modification dans la structure et de ce fracas, cette brisure d'un état imaginaire, unaire. Et c'est ça, c'est cette fracture. Alors je disais psychotique, oui, c'est un état psychotique. C'est un état psychotique. L'état psychotique qui est considéré comme normal parce qu'il ne donne aucun symptôme. C'est ce que la plupart des psychanalystes de différentes écoles ont toujours présenté. Il y avait la psychose blanche, il y avait la psychose ordinaire. Enfin, chaque école a fait ça, sans aller plus loin. Et lorsque ça s'est fracturé par peut-être une sommation de réalité ou d'intervention symbolique, eh bien, à partir de là, on appelle ça la pathologie, on appelle ça de la psychose décompensée. Et là, on le met, alors quand c'est abondamment repris dans les énoncés qui sont forcément extrêmement chargés de sens et de persécution, parce que c'est extrêmement persécutif cette affaire. Donc on arrive à des délires, des psychoses, des délires qui sont paranoïdes ou paranoïaques. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de représentation de l'autre qu'on puisse considérer comme responsable, dans la méconnaissance, en effet, de l'affaire, vous savez ce que c'est que la méconnaissance? Vous savez qu'il y a une des passions fondamentales de Lacan. Il y a, dans les 3 passions, il y a l'ignorance. Mais la méconnaissance, c'est un poids supplémentaire, comme dit Clavreul dans l'ordre médical. La méconnaissance, c'est quelque chose qui structure
qui est nécessaire à la structuration des choses. Et là, la méconnaissance est fondamentale. Et dans ce déplacement de la jouissance nécessaire pour que le sujet ne meure pas, au lieu de s'en prendre à l'extérieur, il s'en prend à l'intérieur du corps. Et ça se fracture. La fracture de l'imaginaire, la fracture psychique, se traduit par une fracture dans le corps. Et nous avons un lieu de jouissance aiguë dans le corps, qu'on appelle donc pathologie, qu'on essaie de recoller, de résoudre, ce qui est particulièrement visible et complexe. Là, il vient d'avoir un prix Nobel, c'est les maladies auto-immunes qui sont à peu près, je ne vais pas dire le pourcentage, mais enfin, la majorité, l'écrasante majorité des maladies physiques. Et là où on a une partie du corps qui combat l'autre partie, en réalité, qui le considère donc comme étranger, comme objet. Et entre les deux, il y a justement une différence qui se crée, une espèce de succédané de castration pour permettre la jouissance. Et la jouissance de survie. C'est un endroit persécutif, mais d'une jouissance extrême. Et là, on parlait des glossodinies, parce que j'étais dans un service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. On recevait toutes les semaines 3 douleurs de ce type-là, c'est-à-dire glossodinie ou stomatodinie. Glosso, c'est la langue, dinos c'est la douleur, ou stomato, c'est la bouche. Eh bien, c'est des douleurs sans aucun support, qui durent toute la journée, extrêmement douloureuses. Et parfois, les gens vont voir des tas de dentistes, de gourous, etc., 1 an, 5 ans, 10 ans, et ils souffrent toute la journée, on leur dit « vous n'avez rien ». Eh bien, on a un lieu là de jouissance suraiguë. Et les maladies qui sont... Les hôpitaux sont remplis de ce réel qui n'arrête pas de sortir, qui déborde et qui fait mal. Ce sont des lieux, ce sont des mines de réel à ciel ouvert. Si les psychanalystes veulent s'y pencher un peu, ce qu'ils ne font pas parce que ça fait peur. Ça fait peur, c'est trop dur, c'est trop douloureux. Et donc, à travers l'histoire de la psychanalyse, il y a quand même très, très, très peu de psychanalystes qui se sont commis, qui ont osé, parce qu'on considère que lorsqu'on est dans un tel niveau de réel, eh bien, on le met à distance. Et les psychanalystes sont beaucoup plus à l'aise dans leur cabinet avec les névrosés. C'est plus tranquille. Mais allez voir un peu ces effractions immenses. Eh bien, en plus, non seulement ils n'osent pas, mais c'est considéré comme ne relevant pas du tout du travail et de l'approche des psychanalystes. Et les rares psychanalystes comme moi, alors moi, quand j'ai commencé, mes amis dans la psychanalyse disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et les médecins, certains, « mais qu'est-ce qu'un psy vient faire en médecine ?» Un hiatus, une barrière, un fossé entre les deux circuits. Eh bien, c'est un champ énorme pour les psychanalystes. Et c'est un champ énorme pour transformer, pour prévenir, aller un peu dans la prévention et sortir un peu de toutes ces maladies épouvantables. Moi, je pense que c'est l'avenir et que
ça peut être l'avenir ou pratique ou théorique de la psychanalyse, et que il serait tout à fait... pour moi, il est certain qu'on va aller dans ce sens-là. Vous vous rendez compte que c'est terrible, effectivement, toutes les maladies physiques. Moi, je pense qu'on va aller vers un travail là-dessus qui va permettre beaucoup d'autres choses. Parce qu'en même temps, c'est quand même... vous savez, les causes des maladies, c'était quoi? C'était le destin, le hasard, c'était le sort jeté par un tel, etc. Et maintenant, c'est les gènes, même si on ne les trouve pas. Voilà. Non, il y a aussi autre chose dans tout ça. Voilà. À travailler, et bon courage. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai lu votre ouvrage, Wushang, c'est que précisément par rapport à cette notion d'absence de la représentation de l'autre dans le champ de la somatose, vous faites une référence qui est une référence anthropologique et psychanalytique, puisque vous faites référence à Jeanne Favre-Saada. Et j'ai trouvé ça très intéressant alors que c'est quelque chose qui est admis, que dans le champ des psychoses, il n'y a pas de représentant de l'autre, il n'y a pas de représentant du grand autre. Il y aurait eu pléthore de psychanalystes à citer, mais non, vous allez chercher, à ce moment-là, vous prenez appui sur le travail de cet anthropologue, en lien avec... Alors oui, sur la sorcellerie, alors oui, Jeanne Favre-Saada, c'est donc une anthropologue qui est aussi psychanalyste, qui a fait un travail remarquable autour de l'étude de la sorcellerie dans le bocage de l'Ouest français. Et donc, elle a écrit un livre, enfin, elle en a écrit deux, mais celui auquel vous faites référence, c'est Désorcelé, donc c'est celui-ci, où elle investigue dans le bocage ce qui se passe autour notamment d'une dame qui s'appelle Madame Flora, qui est cette désorceleuse, qui reçoit des gens chez elle avec sa canne et qui leur tire des tarots et qui finalement restaure cet autre-là. C'est-à-dire qu'elle crée un lieu d'adresse dans un premier temps, et puis elle permet peut-être l'extrusion, mais ça, je prends ce terme parce que c'est un mot que vous utilisez dans le livre aussi. Elle propose finalement l'extrusion de la forclusion du corps. C'est-à-dire qu'elle vient créer un dispositif qui permet l'extrusion du mal qui est venu s'incarner dans la chair. Et donc elle vient nommer, elle vient désigner ceux qui viendraient attaquer les personnes souffrant de maux divers. Mais bon, peut-être je vous laisse... Mais moi j'aimerais savoir, en lien avec ce qui a été dit, pourquoi cette référence à Jeanne Favre-Saada en lien avec l'absence de représentation de l'autre? Je ne sais pas si c'est clair comme question. Voilà. C'est très clair. Oui, alors, Jeanne Favre-Saada, je ne sais pas où elle en est. Elle habite à Marseille, normalement. J'espère qu'elle est toujours vivante. Je n'ai pas de nouvelles. C'est effectivement quelqu'un de remarquable. Et ses livres sont remarquables. Je vous les conseille. Sur justement les traitements par des gens qui ne sont pas psychanalystes, mais qui sont, comment on appelle ça, je ne sais pas, des guérisseurs, voilà, guérisseurs, ouais, d'accord, oui. Non, mais effectivement, ce sont des thérapeutes qui sont en dehors du système scientifique mainstream, et qui comme un certain nombre de gourous, alors donc ils opèrent d'une certaine façon. En effet, vous savez, certains comment on les appelle en Afrique, les marabouts, notamment, vous disent, bon, tu es malade, ok, eh bien je sais d'où ça vient.
je connais, je te dirai pas, je vais écrire son nom sur un bout de papier, je vais le mettre dans cette fiole, l'encre va se dissoudre, tu vas le boire. Donc, en tout cas, il y a déjà un nom. Il y a un nom qui permet un tenant-lieu de la représentation. C'est une question un peu complexe dans la psychanalyse, que personnellement je ne maîtrise pas bien non plus, parce que chez Lacan, ça tourne là, sur cette question. Je vais revoir ça bientôt avec un collègue d'ailleurs. Et là, on a un tenant-lieu de la représentation, et c'est ce qui se passe dans tout ce qui est paranoïde et paranoïaque, je répète. On a une personne, on a un grand autre auquel se référer et combattre éventuellement, ou aimer ou combattre. La médecine ne fait pas autre chose en donnant un diagnostic qui est un nom. Et tout le monde demande très intensément un diagnostic. Enfin, un nom, c'est une espèce d'apposition paternelle, de nomination, à partir duquel on va pouvoir se redéployer et recréer quelque chose. Alors, sur la société, les ensembles de la société, la question de la société, vous savez, on rejoint l'histoire d'inconscient collectif. La société, c'est qu'elle est faite d'un certain nombre d'individus. Et c'est sur chaque individu dont il est question. Par exemple très simple, je fais une supervision de psychologues cliniciens hospitaliers. Et régulièrement, comme vous le savez, comme vous l'avez tous éprouvé, on vient, il y a des problèmes institutionnels terribles, tout le monde se bouffe le nez, machin et tout. Et on creuse un peu, et on voit que, eh bien, une telle infirmière, ou un tel cadre, ou un tel machin, et plusieurs en général, ont des problématiques personnelles lamentables, épouvantables et délétères, et que quand on dit problème institutionnel, en fait, ça part de 1, 2, 3 personnes qui empêchent absolument tout le travail. Donc, la question sociale, c'est que c'est la structuration, la position dans la structure de chacun dans la société. Et on parle des élites, mais des gens en place d'élite, le problème, c'est que des élites qui n'en sont pas. Ça, c'est Pierre Rey, je crois, qui a développé ça. Donc, les fausses élites qui occupent la place, mais ne l'assument pas. Donc, ce sont des délinquants qui détruisent, qui donnent une vague destructive dans la société. Donc, moi je pense que ce qui est important, c'est de voir l'état de structuration de chacun et la position. Et ça, c'est quand même en fonction aussi des relations avec les uns les autres. C'est toute une... Je voulais rebondir sur Jeanne Favre-Sada. Et vous poser une question. Jeanne Favre-Sada, dans Désorcelée, en fait, elle est revenue 20 ans plus tard, même peut-être 30 ans plus tard, sur son expérience dans le bocal normand. Et elle dit que c'est le temps qu'il lui a fallu pour comprendre ce qu'elle faisait. Et c'est peut-être le temps aussi qu'il lui a fallu pour comprendre ce que Madame Flora faisait avec les personnes qui venaient la consulter. Et elle décrit, je pense, dans un des derniers chapitres, un mécanisme. Jeanne Favre-Sada, elle part du principe que tout est assignation de place. Et donc, on vous assigne une place, qui est celle de victime, par exemple, et on peut tout à fait vous maintenir dans cette position, ou on peut lui substituer une autre assignation. Et le moyen par lequel Madame Flora agit, à travers le tarot, c'est une substitution de carte, c'est-à-dire de position, et donc d'assignation de place. Et par cette manière, la personne retrouve ce qu'elle appelle son agentivité.
Agentivité, sa capacité à agir. Agentivité. Et on rejoint ici une théorie ancienne qui est aujourd'hui pas mal discutée en anthropologie, qui est celle de l'efficacité symbolique de Claude Lévi-Strauss, qui raconte l'histoire d'une parturiente qui a du mal à mettre au monde son bébé, et puis on invite un chaman. On est chez les Kuna en Amérique latine. Et en gros, le chaman va commencer des incantations qui racontent l'histoire d'un héros qui se trouve dans un monde complètement chaotique, et par ses actions, il va transformer ce monde et rétablir l'ordre. Et de cette manière, il rétablit l'ordre dans le corps de la parturiente. Or, par la suite, et là je la fais très court, mais 20 ans plus tard, on sait qu'il était impossible à la parturiente de comprendre ce que disait le chaman. C'est-à-dire que cette transformation somatique, au cours du rituel, ne provenait pas seulement des mots, parce que les mots, elle ne les comprenait pas. Mais je pense que ce qui se joue en termes relationnels, c'est vraiment cette transformation de l'agentivité. C'est-à-dire, comment amener une personne à se saisir à nouveau de sa vie et de ce qu'elle peut en faire. Et je pense que ces rituels traditionnels, peut-être c'est ce que font les psychanalystes, c'est vers ça qu'ils tendent. Et donc ma question c'est, qu'est-ce que vous faites à la Salpêtrière avec ces patients qui ont par exemple des douleurs chroniques et où on leur dit on voit rien? Qu'est-ce que vous faites pour que ces patients retrouvent de l'agentivité? Il faudrait coupler avec une question de Nora, si vous voulez bien la formuler, parce que ça se rejoint comme ça. Mais sur justement, le grand autre, il a oui, sur le grand autre, je vais mettre en face. Mon oreille de psychanalyste a tilté à un moment donné lorsque vous avez évoqué le fait que le grand autre n'existait pas du côté de la psychose, il n'y a pas de représentation. Mais il y a une représentation massive du grand autre chez les psychotiques. Il y a trop d'autres, sauf qu'il n'est pas barré. C'est-à-dire qu'il est féroce et il sait. Il sait pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre doute. Quand le névrosé croit un, le psychotique croit l'autre. Et c'est peut-être cet espace-là qu'il n'y a pas dans la psychose. D'autre part, j'interviens à l'ADAPI avec des gens qui sont pour la plupart du temps psychotiques, et les éducateurs sont très souvent étonnés de vérifier que certaines personnes, et pas qu'une, arrivent avec des dents au moins qui se sont arrachées, il faut des chimiothérapies, ils ne sont pas malades. En fait, la dimension imaginaire est comme détachée. C'est comme s'il n'y avait pas de lien entre l'être du sujet, symbolique réel, et cette dimension. Et ça me fait penser justement à ce que écrivait, je ne sais plus quel auteur qui avait parlé de cette dimension imaginaire qui lui échappait quelquefois. Et Daniel, vous me rappeler le nom, parce que c'était le cas, qui justement parle du fait que lui, son corps, à un moment donné, va lui échapper. Il se retrouve dans une situation, il écrit d'ailleurs, il se trouve un jour dans une rue à Paris, il se fait molester par une bande de jeunes. Et il raconte dans l'après-coup qu'au moment où les jeunes se sont pris à lui pour le détrousser, etc., et pour le battre, il n'avait rien ressenti. Il a même ressenti une reconnaissance particulière. Et qu'il n'en voulait pas à ces jeunes-là parce qu'au fond, dans ce moment-là, très particulier, traumatique, vous pouvez l'interpréter après, ce corps-là n'était plus le sien. Il l'offrait à l'autre, aux autres. Donc, c'est cette dimension du corps qui m'interpelle du côté de la psychose et avec cette dimension détachée du reste. Oui, il y a énormément de choses là dans ce que vous dites. L'histoire d'avoir un responsable à l'extérieur, un représentant sur lequel on puisse porter la responsabilité, c'est essentiel, c'est ce qui donne justement ces états dits psychiatriques, paranoïdes, je répète, ou paranoïaques. On a un persécuteur. Et enfin, on peut commencer à donner du sens. On peut élaborer. Alors effectivement, il faut beaucoup de temps, et puis ça n'arrive pas à tout le monde. Par exemple, la question sur les glossodinies, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, c'est comme la poule qui est étonnée devant son œuf. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça vient d'où? Vous pouvez donner toutes les interprétations que vous voulez.
ça ne sert strictement à rien, parce que je vous réponds, je ne vois pas de quoi vous parler. Et la question n'est pas là dans cette fracture, c'est quelque chose où le sens n'intervient pas. Donc, c'est très difficile. La prise en charge de ces personnes-là est à la fois très difficile et est multiple. Ça dépend quand même des gens. Il y a des gens qui plongent dans un état dépressif jusqu'à la mélancolie et l'incurie. Et il y en a d'autres parce que peut-être ils sont dans un circuit où il y a plus de langage, etc. Alors, d'une part, c'est aussi l'utilité de certains médicaments. Il ne faut pas oublier l'utilité de certains médicaments. Que ce soit des neuroleptiques ou des tranquillisants qui aident. D'ailleurs, comme les médecins, comme tout le monde, ont l'habitude de faire de la psychologie à la petite semaine, quand des gens ont eu une histoire, beaucoup de gens disent « Oh, il doit être déprimé ». Donc on donne un antidépresseur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore plus mal. Ou encore plus mal. Bon, ça c'est le côté médicament. Mais il y a des gens avec qui on arrive à voir un peu ce qui a fait fracture. Justement, le chef du bureau qui s'est fait virer pour de multiples raisons, les enfants dont les familles explosent, etc., dans lesquelles ils sont terriblement investis, et de leur vie à eux qui part à la dérive. Ça, c'est du bricolage. C'est difficile. Hein. Ce n'est pas de l'analyse pure et dure. Hein. Voilà. Je ne sais pas où j'en étais. C'est que de tout ce que j'entends, c'est quelque chose qui me fait penser beaucoup à ça que je vois aujourd'hui dans mon travail. Je fais des maraudes en tant qu'éducateur dans la rue. On voit beaucoup les SDF, les vagabonds, les clochards, on va dire. Et je vois beaucoup de ça que vous parlez, on va dire, l'état des personnes qui sont marginalisées, qui sont au bord de tout, qui n'ont confiance en personne. Mais en même temps, ils font toujours appel à l'État, on va dire. C'est l'État qui va prendre la place peut-être de cette grande autre, qu'ils font pour justement résister à quelque chose. Et c'est le problème de l'accompagnement social qu'on trouve face à ces personnes qu'on accompagne à avoir un appartement, à chercher un travail. On va dire, il y a toujours l'éducateur qui va poser la réponse administrative, là où l'autre, la seule chose qu'il demande, c'est d'être écouté, d'être entendu. Et pour l'éducateur qui n'a pas accès à entendre ce discours qui peut être très lourd, hein, surtout quand on doit en dizaine, une vingtaine ou trentaine par jour, la réponse administrative s'impose, une réponse administrative qui est inaccessible, qui ne répond pas clairement à la question et qui amène toujours à l'échec de l'accompagnement de toutes ces personnes qu'on peut passer dans la rue. Je suis en train de réfléchir autour de la question, mais ça me parle beaucoup autour de cette question-là, au niveau de la personne SDF, de la personne qu'on passe dans la rue. Oui, mais là, en effet, c'est tout un monde aussi. Justement, chez ces SDF, comme on qualifie largement comme ça, là aussi, il y a une variété de sujets. Et en fait, beaucoup, donc la plupart sont des hommes, et la plupart sont dans un état qui navigue entre mélancolie et toxicomanie. Apparemment, on ne sait pas ce que c'est la toxicomanie. La toxicomanie, c'est la douleur. C'est la douleur, c'est un gros mot que je n'ai pas employé depuis le début, là, qui est central dans toute notre affaire, c'est la castration. Hein. Les fractures physiques dont je parle, ça s'appelle la castration. Et là, la toxicomanie, c'est la douleur de la castration. On peut raconter ce qu'on veut. Et ça amène beaucoup. Alors, il y en a qui demandent à l'État, il y en a qui ne demandent rien. Il y en a qui ne demandent rien et qui meurent. Parce qu'ils se mettent dans un coin. Ils sont totalement incuriques au bout d'un moment. Et
Moi, j'ai travaillé quelques temps aussi dans un service de toxicomanie. Alors, il y a des gens qu'on ne voit pas. Il y a des grands voyous, il y a des grands pervers, mais il y a aussi des pauvres airs absolus qui émergent de on ne sait quelle bouche d'égout le soir pour venir quémander leurs produits et un petit peu à manger. C'est très varié, et c'est très très douloureux. Là. Il y a des gens, c'est épouvantable. Et si personne, c'est le problème même de la somatose dont je parle. Dans cet état qui est passé de la toute-puissance à la toute-impuissance, eh bien, il faut de l'aide. Parce que tout seul, il n'y arrive pas. Il ne va pas aller demander une analyse. Non. Il y en a qui vont demander de l'aide. Ils vont quémander ou exiger. Mais il y en a d'autres pas. Et s'ils ne demandent pas, ils plongent dans la mélancolie et dans cette impuissance.